Bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport qui traite du sport d'à côté. C'est bien trouvé ça. Avec Yves Mérins qui est le rédacteur en chef de cette émission, de ce rendez-vous magazine, on va dire bimensuel. Et d'une actualité très riche. Et d'une actualité Alors en sport, incroyable. Qu'est-ce qu'il y a comme actualité? C'est fou, Vraiment, ça bouge. C'est le début des championnats divers et variés, des compétitions, mais ça bouge déjà. Vous allez bien, Yves? Très bien. Enfin, tu vas bien, c'est vrai qu'on se tutoie. Oui. Je vais très bien, et d'autant plus quand je suis avec vous, donc c'est parfait. Mais ça, c'est un compliment que j'adore, et j'attends tous les 15 jours justement pour avoir ce compliment. J'espère que vous allez bien vous aussi. Soyez prêts pour donc traiter des sujets divers et variés. On va parler de handball, on va parler de football surtout, et on va commencer par du football avec l'équipe de France de football qui a terminé un petit passage de match là quand même, Oui. en vue des qualifications de la Coupe du Monde 2022. Cette équipe de France qui a gagné 2-0 contre la Finlande. Elle vous plaît cette équipe de France, Yves? Elle te plaît? Il était temps qu'elle gagne. Il était temps. Ils étaient dans un mauvais passage. Ça commençait au niveau comptable, c'était déjà pas extraordinaire. Il y avait que des matchs nuls depuis 5 matchs. Match nul dans quel sens? Au sens du Non, score. au sens du score. Voilà. Oui. Bon, c'était pas flamboyant au niveau du jeu, donc on commençait à se faire du souci. Et puis je pense que Deschamps a sifflé la fin de la récréation, et contre la Finlande, ils ont remis ça en place. Ils ont de la chance parce que les autres font du surplace aussi. L'Ukraine ne gagne pas. Il n'y a que la Finlande qui pourrait revenir, mais bon, je pense qu'ils sont quand même un peu loin au classement, donc ça va aller. C'est pas ça au niveau de l'ambiance, l'équipe de France, c'était pas ça. C'était pas ça. Alors c'est marrant d'ailleurs, c'est symptomatique parce que je reviens, pardon, je t'ai coupé la parole, je reviens sur l'équipe de France 98, championne du monde, et puis après, ça se liquéfie. Là, c'est pareil, championne du monde 2018, et après, c'est plus ça. C'est pas exactement les mêmes raisons. Vous avez raison d'en parler. Il y a des fins de cycle, donc il faut régénérer et tout ça. Mais là, ils ont régénéré. Il y a du nouveau. Par contre, moi, je suis un petit peu circonspect, c'est que le retour de Benzema, pour moi, n'est pas une réussite. Alors justement, j'allais y venir. Si vous voulez, le joueur Benzema, donc il est bon, il est excellent, comme il est excellent au Real de Madrid, mais c'est l'ambiance ce qu'il a modifié dans l'ambiance de l'équipe de France. C'est-à-dire que je suis persuadé, j'en suis même certain, qu'il y a dans l'équipe de France des pro-Benzema et il y a des anti-Benzema qui étaient les copains de Giroud, avec qui ils avaient tout gagné, etc. Donc ça a plombé un peu le truc. Ensuite, il y a le problème du trio soi-disant fantastique, galactique, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Oui, on dit galactique. On nous a expliqué que c'était la meilleure attaque du monde. Bon, c'est encore à prouver, parce qu'ils ont des soucis entre eux. Et Mbappé, Benzema, Griezmann, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et comme par hasard, le meilleur match de cette trêve internationale, c'est quand Mbappé n'était pas là et que Benzema et Griezmann se sont trouvés les yeux fermés. Qu'on s'entende bien, Yves, est-ce que tu es en train de dire que Benzema apporte une mauvaise ambiance à l'équipe de France? Non. Ou du fait du retour de Benzema, parce qu'il y avait des pros et des anti... Voilà, c'est la deuxième solution. Mais je pense que Didier Deschamps a dû faire une consultation quand même auprès de ses joueurs avant de faire revenir Benzema. Pour tout te dire, je ne suis pas sûr que Deschamps était un grand fan du retour de Benzema. Non, ça lui était imposé. Je sais pas, on n'est pas dans les secrets des dieux, même si on n'est pas loin. Et on ne le saura jamais d'ailleurs. Si, on le saura un jour, mais bon, on le saura. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc Benzema est là, donc ça a fait plaisir à la moitié de la France ou aux 3/4 de la France. Donc maintenant, il faut juger sur pièce. Bon, c'est pas. Ils ont été éliminés à l'Euro avec Benzema. En huitième de finale par les Suisses. Ouais. Là, ils patinent un peu dans les éliminatoires du mondial. Donc, on va voir. Pour l'instant, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, mais je suis pas un grand fan de cette solution. Ouais. Donc Didier Deschamps, tu disais, il a sifflé la fin de la récréation. Ça veut dire quoi? Oui, parce qu'il y avait des comportements. Tu penses qu'il a rué dans les brancards? Oui, il y avait des comportements déplacés, il y avait des déclarations qui n'avaient pas lieu d'être. Donc là, il a arrêté tout. Et puis d'autant plus que ça lui correspond pas à Deschamps de laisser un petit peu aller le groupe, faire du Domenech. Ces derniers mois ne ressemblaient pas à Didier Deschamps. C'est vrai, hein? Ces derniers mois ne ressemblaient pas au Didier Deschamps que je connais en tous les cas. Et je pense qu'il a repris les choses en main, il a resserré un peu les boulons, et j'espère que ça va aller mieux. Mais bon, moi j'ai toute confiance en lui parce que c'est le golden boy du football français. En tant que joueur, on n'a pas il a mieux. Gagné. En tant qu'entraîneur, il est champion du monde. Donc si on commence à critiquer ces gens-là, on se trompe lourdement. On n'a pas mieux en attendant l'arrivée de Zidane. Non. On aura peut-être pareil, mais pourquoi mieux? Je ne sais pas. Et l'autre, il est champion du monde quand même. Donc
Voilà. Et quand ils sont champions du monde joueurs, c'est Deschamps le capitaine et Zidane le joueur. Donc voilà, je pense que Deschamps ne fait pas de complexe par rapport à Zidane dans quelques domaines que ce soit. Tu penses qu'il en a pour longtemps à la tête de l'équipe de France, Deschamps? Je pense qu'il y a une grosse... Il y a la Coupe du Monde et après... Il y a une date, voilà, dans 1 an et demi la Coupe du Monde. Et après, bon, il aura fait quand même 10-11 ans, donc je pense que... mais il le sait lui-même. Mais de toute façon, il a un destin dans le football français. Hein. Alors... soit il reprendra un grand club européen, soit il prendra la Fédération française de football. Donc, soit il retirera et il profitera de sa famille. Non. Non, je ne crois pas. Le bonhomme que je connais, il en profite déjà en travaillant, mais il aura toujours besoin de relever des challenges et de prouver quelque chose, donc jusqu'à la fin de ses jours. Voilà pour l'équipe de France. On va passer maintenant à la Ligue 1. On n'a toujours pas de jingle. Non. Non, mais on rigole, on taquine. On est bienveillant quand même. La Ligue 1, il n'y a pas qu'une seule belle équipe, j'ai l'impression, cette année, dans ce championnat. Alors, je dis ça, je suis chauvin parce que l'année dernière, il y avait Lille. Mais là, il y a l'OM qui arrive. Hein. Moi, l'OM, c'est un régal cette année. Hein. Et on va parler surtout du Paris Saint-Germain qui fait un carton plein. Bon, il y a un sans faute du PSG, hein, 15 points sur 15. Mais ça, je dirais que même, c'est normal. C'est normal, mais ils font le boulot, contrairement à l'année dernière, parce qu'en plus, ils ne sont pas tous là. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont partis en Amérique du Sud, il y en a qui sont préservés. Qui a triplé, hein, Messi. Oui, et donc, ils jouent avec... enfin, l'équipe B du PSG, c'est quand même l'équipe A de tous les autres clubs. Hein, donc, ils ne sont pas en souci là-dessus. Mais ils sont sérieux, ils font le boulot. Mbappé, qui a été un petit peu discuté, sifflé même au parc à cause du mercato, compliqué, eh ben, il a répondu sur le terrain, il marque des buts, il donne des passes décisives. Donc, il s'est repris lui aussi. C'est du grand Mbappé. Oui. Et puis là, bon, maintenant, mercredi, ils attaquent la Ligue des Champions à Bruges. Bon, les vrais rendez-vous vont commencer. Quoi, hein. Tu le vois comment, toi, ce trio magique du Paris Saint-Germain? Puisqu'on dit que Paris est magique, donc là, il y a le trio magique. Ouais. Il va y avoir Messi qui va revenir, donc Mbappé, Neymar, à la longue, une fois que le trio aura pris, hein, c'est un petit peu comme une mayonnaise, hein, il faut qu'elle prenne. Une fois que le trio aura pris, ça va... Si tu veux, en équipe de France, il y a un trio, mais il n'y a pas un vrai leader. Là, dans le trio du PSG, il y a un vrai leader, c'est Lionel Messi. C'est-à-dire que Neymar, il va la mettre en veilleuse, il va redevenir sérieux comme il était à Barcelone, et c'est Messi qui va prendre les choses en main. Et Mbappé, qui est assez intelligent, pour ne pas dire très intelligent, va comprendre où est son intérêt, et je pense que ça va redevenir très complémentaire. Intelligent, donc au point d'arriver à dominer, à maîtriser l'ego. Parce que c'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego, c'est un problème de jalousie entre les uns et les autres, c'est un problème. Voilà, mais là, je pense que c'est Messi qui va imposer sa patte. Donc là, on ne discute pas. Hein. Quand on est avec Lionel Messi, voilà. Ouais, Lionel, Léo et les autres. Il n'est pas vraiment arrivé encore, hein, Lionel Messi. Mais ça ne va pas tarder. Hein. Il n'a pas besoin de 6 mois, lui, pour s'adapter ou pour découvrir notre championnat. Hein. J'attends également l'arrivée du Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. On va parler de l'OM, on va regarder un petit peu aussi de temps en temps les résultats de cette journée qui est passée ce week-end. Donc, l'arrivée de Messi au stade Vélodrome. Je pense que le PSG va être sifflé, hué comme d'habitude. Ouais. Et je pense et j'espère... Ça ne va pas impressionner les Marseillais, en fait. Je pense et j'espère que Léo Messi sera bien accueilli parce que l'OM a toujours aimé ces joueurs de niveau mondial. Apparemment, ce n'est pas ce que disent les supporters. Hein. Non, mais je me rappelle d'un France-Argentine à Marseille il n'y a pas si longtemps que ça. Maradona entraîneur de l'Argentine. Et ben, les Argentins avaient été accueillis comme des Marseillais. Voilà, donc je pense qu'il y a un respect quand même du public marseillais pour ce genre de joueurs. Oui, mais c'est pas pareil parce que c'est l'équipe de France. Là, c'est vraiment l'équipe, c'est Marseille, quoi. C'est l'OM. Non, mais il y aura une bronca monumentale, c'est sûr. Mais je pense qu'il y aura un respect pour Messi. Il y aura Messi et les Parisiens. Voilà, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai que. Enfin, il me semble, hein, on verra. Celui qu'on appelle le 12e homme, hein, c'est-à-dire le public marseillais, joue un rôle, parfois, dans certains matchs, il a joué un rôle décisif important. En portant les joueurs. On l'a vu pendant le Covid, il n'y avait personne. L'OM a fait une saison plus que moyenne. Et là, de nouveau, avec ce public et avec un Zébulon sur le banc qui fait tout et n'importe quoi, je pense que la mayonnaise est en train de prendre. Tu n'aimes pas ce Sampaoli C'est pas que j'aime pas. Là, je reconnais qu'en ce moment, ça marche. C'est difficile. Non, mais là, en ce moment, ça marche. Ouais. J'ai peur que ça fasse bis repetita de Bielsa. Il a un effet, il entraîne ses joueurs quand même. Il a du caractère. Alors, il a une personnalité, il est complètement étrange pour nous. On n'a pas on a eu l'habitude avec Bielsa.
On a eu des entraîneurs un peu comme ça aussi, Oui, coach Vaïd, qui était... il y a des entraîneurs qui ont un charisme terrible, tout ça. Bon, lui, il est au-delà de tout. Hein. À tous les matchs de l'OM que je vois, C'est un zébulon. 3e, 4e, 5e minute, il y a l'arbitre qui arrête, on vient lui faire déjà des remarques, tout ça. Donc ils vont le supporter jusqu'à quand? Ils vont pas l'arrêter pendant 38 matchs. Donc un jour, il va être peut-être suspendu. Bon, dans les incidents de Nice, c'était pas le dernier à être au milieu du bazar. Donc, il est au-delà de ce qu'on peut attendre d'un entraîneur éducateur. Puisque tu y fais allusion, Yves, tu veux revenir tout de suite sur les incidents de Nice-OM ou on continue avec le classement? Sur les incidents, je ne vais pas y revenir parce que je les condamne 100%. Donc, ça, mais par contre, on peut revenir sur les décisions. Effectivement. Je crois qu'il n'y avait pas de bonne solution. Donc, c'est peut-être celle qui a été choisie, c'est peut-être de rejouer le match. La moins mauvaise. Bon, rejouer le match. Je pense que si l'OM avait mené 1-0 à ce moment-là, le match n'aurait pas été rejoué, le résultat aurait été entériné. Là, Nice menait, donc pourtant c'est Nice qui a fauté, hein, c'est le public niçois, c'est le club qui n'a pas assuré la sécurité. On pouvait peut-être attendre 3 points pour l'OM. Bon, le match étant rejoué, bon, maintenant les Marseillais ont une chance sur 90 minutes. Il leur restait qu'un quart d'heure pour émettre le résultat. Là, ils ont 90 minutes, et qui nous prouve que c'est une grande équipe de cette année. C'est une bonne décision donc de la part de la commission. C'est la moins mauvaise. La moins mauvaise. D'accord, ça veut dire que c'est pas une bonne alors. Non, mais il n'y en avait pas de bonne, donc c'est ennuyeux. Mais par contre, ce qu'il faut dire et souligner, c'est qu'il faut condamner absolument, mais avec la plus grande fermeté, tous les débordements et notamment les jets de projectiles sur des joueurs. C'est minable d'être un anonyme dans le public et de balancer une bouteille sur un joueur qui a le dos tourné, qui ne peut pas se défendre. Donc, à un moment donné, il y a un espace, sacré. C'est le terrain. Voilà. Comme le disent les dirigeants niçois, j'allais dire niçois, Payet qui renvoie les projectiles, qui envoie la bouteille d'eau, ça se faisait pas non plus, et donc c'est Payet qui aurait déclenché les hostilités. C'est une réaction malheureusement humaine. Je veux dire, bon, il y a qu'à l'église où on dit quand tu en prends une, tu tends l'autre joue. Là, tu prends une bouteille, tu as une peur terrible. Tu peux avoir une réaction comme ça. Moi humainement, je la comprends, la réaction. C'est pas bien, mais je la comprends. Par contre, je condamne les fous. Il y avait 75 bouteilles sur le terrain. Ils ont compté à la commission de discipline. Donc c'est scandaleux quand même. 75. Oui, c'est vrai les autres, ils ont les mains dans le short. Ça fait effet boule de neige. Oui, c'est vrai. Et ça avait commencé avant. Et le fait que les dirigeants niçois arguent, justement, prennent cet argument en disant que Payet n'avait pas à renvoyer la bouteille. Ils font tout pour se défendre et pour limiter la casse. Mais ça aussi, c'est petit. C'est petit, et ils sont tellement heureux d'avoir limité la casse, ils ne font pas appel. Donc ils sont vraiment dans leurs petits souliers. Parce que sinon, s'ils avaient vraiment eu raison tellement comme ils le chantent et comme ils le clament, je pense qu'ils auraient fait appel pour qu'on rejuge. Ils savaient qu'en appel, ça allait être aggravé, donc ils ont bien fait de ne pas faire appel. Et le match se rejouera à huis clos. Et sur terrain neutre. Et sur terrain neutre, effectivement. Bon, en même temps, si c'est à huis clos, que ce soit à Nice ou à Marseille... Ah non, c'est pas pareil. Il faut que les Niçois sortent de leur repère, leur vestiaire. Non, ils sont quand même... Même à huis clos, ils sont quand même chez eux. Donc là, ils vont peut-être le jouer, je sais pas, à Montpellier, à Lyon. Bon, j'espère qu'ils vont pas le jouer à Lille ou à Lens quand même. Il faut le jouer un peu... Pas à Bastia. Oui, à Bastia, pour calmer les ardeurs des uns et des autres. D'autant plus que ça va être une belle confrontation. Pourquoi pas. Il y a une énergie, un esprit à Mayol. Ça va être une belle confrontation, ce Nice-Marseille. Parce que là, les deux équipes vont bien dans le championnat. Ça roule bien. Ça roule bien parce que... Galette fait du bon boulot à Nice. Galette fait du bon boulot Galette, à Nice. c'est Christophe Galtier. Et ils viennent d'aller donner une petite leçon au Nantes de Comboiré, donc c'est pas rien. Ils ont fait le travail là aussi. Et puis la grosse performance du week-end, pour moi, c'est Marseille à Monaco. Un vrai régal. Un vrai régal. C'est comme à la maison, c'était comme à la maison. Bon, là, ça fait longtemps qu'on sait que quand l'OM va à Monaco, ils sont chez eux. J'ai même vu pas pire, mieux que ça. C'est-à-dire que j'ai vu un stade vraiment tout marseillais un jour à Monaco. Oui, moi j'ai commenté plein de matchs. On est allés ensemble d'ailleurs. Plein de matchs Marseille-Monaco. C'est vrai que c'est une ambiance locale, c'est une ambiance marseillaise. Ça, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et puis sur le terrain, ils ont fait un boulot magnifique, avec ce petit Dieng là qui a fait des choses assez extraordinaires, en bien et en moins bien, parce que tout le monde est dithyrambique, tout le monde parle du Dieng époustouflant, tout le monde. Bon, il a tiré 2 fois sur les poteaux, bon là il est un peu malheureux, mais après il a manqué 2 occasions
qu'un minime aurait réussi, quoi. Hein. Des ballons qui bombent devant lui dans les 6 mètres, il a tué une mouette à Monaco. Bon, ça arrive. Un moment mais d'égarement. Bon, un moment d'égarement. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il a marqué ses 2 buts après ses 2 occasions manquées et ses 2 tirs sur le poteau. Ça veut dire que le bonhomme a un mental quand même assez intéressant. Oui, il est insistant. Et pourquoi aller chercher très loin, à l'étranger, des attaquants alors qu'on a un gamin comme ça au club? Pourquoi jouer les 5 premières journées du championnat avec Payet en faux avant-centre, ce qu'il n'est pas, et c'est un excellent meneur de jeu? Pourquoi pas avoir fait débuter Dieng? Donc ça, c'est à mettre au débit du sorcier argentin Sampaoli. Ton copain, voilà, ton nouveau copain. Non, mais c'est pas mon ennemi, mais on a le droit quand même de souligner quand il fait les choses bien et quand il fait les choses moins bien. Voilà, là, c'est moins bien. Dieng, il fallait le faire jouer quand il n'y avait pas Milik. Donc voilà, il s'en est aperçu. Et un petit mot sur Monaco, parce que je sais que tu aimes bien ce club. Ouais, j'aime bien. Bon, j'aime bien Monaco. C'est un grand club du championnat. Donc, bon, là, ils sont en souci quand même. 4 points au bout de 5 journées. On va regarder le classement, effectivement. Là, il y a un vrai souci. Ils sont éliminés après un match fantastique. Ils ont été éliminés par le Shakhtar en Ligue des Champions. Donc, ils vont être reversés dans la 2e Coupe d'Europe. On reste sur la 2e partie du classement. Et Niko Kovac ne fait pas des miracles. Et je ne l'ai pas trouvé très inspiré lors de ce match. Il n'a pas fait des changements qu'il fallait faire. Et, il a fait confiance à des gamins qui se sont fait jongler par les attaquants marseillais. Il y a du souci quand même à Monaco. Hein, c'est pas... Et alors, ils ont pris un gardien. Alors là, je ne sais pas si c'est Daricol ou Fernandel dans le but. Je ne sais pas. Mais bon, soi-disant, un espoir allemand, franchement, là, je suis très inquiet pour eux. Hein, on va rappeler qui est Daricol et qui est Fernandel, parce que il y a quand même une génération qui nous écoute. Gardien de but dans des films. Oui, le triporteur pour Daricol et Fernandel, je me souviens plus. Mais en fait, c'était. On va revenir donc sur le tableau de la 2e partie, la 2e partie du classement. Voilà, Saint-Étienne et Bordeaux, lanterne rouge. Ah, c'est hallucinant, ça. Alors que Angers est second. Oui, mais ça prouve qu'il y a des gens qui travaillent bien et des gens qui travaillent moins bien. Bon, en même temps, c'est le début de championnat. Oui, mais enfin, quand on est... Bon, Bordeaux, ça fait un moment quand même, qui flirte avec la bêtise. Il y a eu un rachat cet été. Ils ont confié leur clé à maintenant un nouveau propriétaire. Avant, c'était des Américains, des fonds de pension. Bon, c'est pas ça, le football. Voilà, il faut arrêter avec cette bêtise-là. On vient pas... Alors, en plus, ils perdent de l'argent. Alors, je vois pas ce qu'ils viennent faire, les fonds de pension dans le football. Donc, il faut que Bordeaux... Il faut que... Moi, j'ai eu des discussions avec des anciens Bordelais comme Giresse, etc. Ils sont dévastés. Tigana, il faudra lui poser la question en direct ici. Je suis persuadé si tu nous entends, dévasté parce que le Bordeaux d'aujourd'hui, quoi, qui est une équipe extraordinaire de l'histoire du championnat français. Quoi. C'est vrai. Bête noire de Marseille. Hein. Là-bas à Bordeaux. Oui. Bête noire, Marseille ne s'est pas imposé à Bordeaux depuis 38 ans, je crois. C'est ça, à chaque fois on attend chaque année effectivement la résurrection marseillaise, le signe indien. Marseille va-t-il vaincre le signe indien? Cette année, ça ils le feront jamais. Hein, on revient donc sur le classement. Voilà, donc en tête de classement Paris Saint-Germain, bien sûr. Qui va faire cavalier seul, je pense, non? Ou alors, et le vainqueur du match à rejouer au Nice sera second. Ouais. Voilà. Donc c'est 3e, 4e, Nice, Lens, Clermont, bien sûr, Lyon qui pointe le bout de son nez, voilà. Effectivement, on va passer donc à la prochaine journée. La surprise au niveau du jeu, c'est Lens. Lens qui propose quelque chose de très offensif, et puis Lens qui a... Alors on parle du public marseillais, mais le public lensois c'est pareil. C'est fantastique. C'est un public de supporters de football qui est extraordinaire. Ouais, très fidèle et qui a une âme. Prochaine journée, le tableau donc du calendrier pour non, c'est pas ça. Ça c'est le voilà. C'est pas ça non plus, mais on va y arriver. Si on l'a pas, c'est pas grave. Hein, on n'en voudra pas. En attendant, on peut dire un mot sur le Brésil-Argentine qui a été arrêté au bout de quelques minutes pour cause de Covid. Ils sont venus. Ils ont laissé le match débuter pour la zone sud, américaine sud. Ils ont laissé le match débuter et au bout de 7 minutes, ils sont aperçus qu'il y avait des Argentins. 4 Argentins qui n'étaient pas en règle. L'Argentine était au Brésil depuis 3 jours. Donc là, il y a quand même des choses... On n'a pas le monopole du ridicule en France. Hein, quand même, non, parce que pas là, du tout. Là, c'est quand même extraordinaire. Allez, on va passer à un championnat qui nous intéresse. Non, je voudrais encore revenir sur quelque chose d'important. Alors, il faut me le dire. Le retour de Ronaldo à Manchester. En plus, retour gagnant. Oui, 2 buts. 2 buts. C'est toujours le même. Et alors, une ambiance
Quand il a marqué, il a été célébré. Donc ça vraiment, c'est une belle histoire parce qu'il boucle la boucle. Hein, il a commencé à être très connu. Bon, c'était au Sporting du Portugal, mais ses premiers pas de star, c'est à Manchester, bien sûr. Et il revient à Manchester et il marque et il était. Bon, c'est vraiment 12 ans après. Fantastique. Effectivement, bravo Cristiano, et on se voit, comme on a dit, c'est-à-dire jamais. La Nationale 2, c'est un championnat qui nous intéresse. On a 3 clubs du département dans ce groupe C qui cartonnent dans ce championnat. Là aussi, c'est le début de championnat. On a le Sporting Toulon-Var qui s'est imposé à domicile face à Monaco, 3-0. Bonne nouvelle. Fréjus qui a concédé le nul contre Grasse. Qui est allé chercher le nul à Grasse. Non. À domicile, à Fréjus, pardon. Et puis hier, qui est allé, par contre, s'incliner à Rumilly, 2-1. Ça commence pas bien pour le Hier 83, Football Club de Mourad Boudjelal. Il y a l'entraîneur qui est parti, Lionel Campan. Oui, Mourad n'a pas perdu de temps pour faire gérer une première crise. Donc, Hakim Malek a pris la suite de Lionel Campan. On va voir ce que ça donne. Mourad connaît pas bien le football, mais il connaît bien le fonctionnement d'un grand club. Donc, je pense que tout ce qu'il a appris au rugby, parce qu'au rugby, au RCT, ça avait commencé tranquillement aussi. Aussi, oui, c'est vrai. Donc, je pense c'est quelqu'un qui a une grosse mémoire et une très grande intelligence. Donc, je pense qu'il va régler ça, mais il s'aperçoit et il s'en doutait un petit peu que c'est pas si facile et que ce National 2 est très compliqué. Et c'est pas si facile. En tout cas, moi, je lui rends franc, je le félicite parce que il l'a dit lui-même, d'ailleurs, à 60 ans passés, se remettre comme ça dans le bain. Il était plus jeune au RCT, donc il y avait un peu plus de niaque, certainement, eu égard à sa jeunesse, sans faire offense à Mourad, il le sait, mais effectivement repartir au combat aussi, parce qu'il repart au combat aussi, c'est quand même à noter. Je crois que ces gens-là, quand ils connaissent ce degré de réussite et cette adrénaline qui va avec, ils ne s'arrêtent jamais. Voilà, ils ne s'arrêtent jamais. Donc Mourad, il a relevé de nouveau un nouveau challenge. Et il va aller, et puis si celui-là ne marche pas, il en aura un autre, et puis un autre, et puis un autre, mais il ne s'arrêtera jamais. Ils sont vaccinés à ça. Alors, le Sporting 3-0, rien à dire. Si, il était temps. Il était temps. Alors, le Sporting, c'est peut-être le club des 3 Varois. On va regarder les résultats. C'est celui qui est quand même le plus solide, parce qu'ils n'ont perdu qu'une fois, 4 nuls et une victoire. Donc, ils ne sont pas loin d'être dans le top des résultats, quoi. Le jour où ils vont transformer les nuls en victoire, je pense que ça va être bien. Parce que les autres perdent. Donc là, c'est plus grave. Eux, ils ne perdent pas. Ils ont perdu qu'une fois en 6 journées. Donc, c'est solide. Bon, il y a un staff de très haut niveau qui est surdimensionné pour la Nationale 2, plus Tigana. Donc, je pense que ça devrait retourner bien vite dans le bon sens. La gestion de Tigana, la gestion médiatique, il est très discret, il est même absent. Non, il n'est pas absent. Non, il est absent dans le club, mais médiatiquement. Il est absent médiatiquement. Voilà, c'est ce que j'ai dit, la gestion médiatique. Voilà. Mais il a toujours été comme ça, Jeannot. C'est quelqu'un qui fuit les projecteurs, c'est quelqu'un qui veut des actes et pas des paroles. Ça montre aussi quelqu'un qui est confiant. Oui. Voilà, confiant en lui, dans son travail. Il sait que ça va payer sur du long terme. Maintenant, je vais vous dire, on va dire un mot sur Fréjus. Moi, ça me fera plaisir. On va dire un mot sur Fréjus qui est catastrophique en ce début de saison. 2-2. Valem, Jean-Guy Valem, est pas bien, l'entraîneur. Ils leur ont tout de suite mis. Ils sont allés chercher un directeur sportif, Sébastien Pérez, un ancien joueur de l'OM, de Saint-Etienne, qui a fait de nombreux clubs. Il faudra l'inviter, Sébastien. Ah oui, en plus d'un bon client médiatique. C'est un pote en plus. Donc c'est très bien. Après, je ne sais pas comment ils font au niveau budget pour aller chercher des gens de ce niveau, de cette qualité. Bon, enfin, tant mieux pour eux. Mais c'est compliqué à Fréjus-Saint-Raphaël. Alors justement, quand je dis Fréjus-Saint-Raphaël, je me dis que je reviens à mon idée première, je pense que Toulon et Hyères doivent fusionner rapidement et additionner leur talent, leur budget, etc. pour vite remonter
en L2 national, puis L2, parce que leur niveau, il est là, il n'est pas avec les clubs amateurs. C'est à force de le dire aussi, à force et de j'ai le entendu répéter. pendant 15 ans Fréjus et Saint-Raphaël se haïr, se détester, tout ça, et puis un jour ils ont fait la fusion, et puis ça marche, et puis c'est mieux d'additionner les forces que de se diviser comme ça, quoi. Et il est temps là, c'est parce que ça fait un moment que ça dure, hier d'un côté, Toulon de l'autre. C'est pas encore mûr à Hyères et c'est pas encore mûr à Toulon, mais je le réclame humblement. Je connais un peu le football de la région, je pense que ça serait une bonne idée, et je pense qu'il faudrait mettre là aussi les égos de côté. Et qui peut faire ça? Qui peut les rassembler? C'est du côté de la mairie, du côté de la métropole, je pense que oui. Hubert Falco. Regardez, politiquement, ils réussissent des fusions puisqu'ils ont fait oui, mais des Hubert agglos, Falco puis des métropoles. a essayé de rapprocher Claude Joy et Mourad Boudjelal pour Toulon. Bon, ça a capoté. Alors, c'est pas de la faute d'Hubert Falco, bien sûr. Non, mais quand Hubert Falco décidera que c'est vraiment l'heure de le faire, je pense que ça se fera. Là aussi, il sera comme Deschamps, il sonnera la fin de la récréation. Voilà, je pense qu'il sonnera la fin de la récréation parce qu'en plus, les mairies mettent de l'argent. Les partenaires locaux mettent de l'argent, donc ça serait plus intelligent de tout additionner que de jouer chacun de son côté. Oui, puis il faudra voir les résultats de hier 83 FC à la fin, bien sûr, du championnat et du Sporting Club de Toulon. Imaginons que hier 83 FC réussisse là où Toulon ne réussit pas. Ça marque, ça la fout mal quand même. Parce que le chef-lieu du département, on ne dit pas capitale pour un département, on dit chef-lieu. Oui. Le chef-lieu du département, ça reste Toulon, c'est pas hier. Mais si ma mémoire est bonne, ils ont fait une excellente fusion pendant très longtemps dans le basket. Le HTV, c'était une vraie réussite. Le HTV, ils sont allés jusqu'en Pro A. Alors que l'OSH et le club de Toulon VGT dans les sections, dans les niveaux amateurs. Donc une fois qu'ils ont additionné leur truc, leur talent, eh ben, ils sont allés jusqu'au plus haut niveau. Donc qu'ils aient un peu de mémoire et qu'ils refassent pareil pour le football. Et personne s'offusquait de ce rapprochement. Pendant des années, ils ont joué à Hyères à l'espace 3000, après les Rougières à l'espace 3000. Puis après, Hubert Falco a offert un palais des sports. Bon, ben, il est temps de remettre des équipes de haut niveau dans ce palais des sports aussi. Donc voilà, que le football s'inspire un peu de cette histoire. Puisque tu parles du hier Toulon-Var basket, petit mot aussi sur le changement d'entraîneur aussi. Grande nouvelle. Oui. Non seulement ils ont récupéré une grande figure du basket français, mais en plus c'est un gamin qui avait porté le maillot du HTV au très haut niveau. C'est un gamin qui est en or massif. Donc Laurent Ciara, c'est le retour de Laurent Ciara à hier, c'est une nouvelle magnifique. Il ne pouvait rien arriver de mieux à hier. Voilà, et on ferme la parenthèse et on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans le prochain Côté Sport. Je pense que Laurent sera très vite parmi nous. Très bien, et ben voilà, salut Laurent, bienvenue, bienvenue, enfin bon retour en tout cas. À hier, on va regarder le classement de la nationale de groupe C avec nos équipes chéries, le Sporting Toulon, le hier 83 FC et Fréjus également, Fréjus Saint-Raphaël. Et on devrait retourner le tableau, c'est ce que disait tout à l'heure Yves en préparant cette émission, disant retourne le tableau, ça sera mieux, oui effectivement. Mais qu'il le retourne tout seul et qu'il remette les choses en place. Voilà. Mais bon, ceux de devant... ne perdent pas de temps. Faut regarder les points. Faut voir les points des il y a déjà 7 pas mal, points entre le premier et Toulon, quoi. Donc ça fait déjà 2 matchs et demi, quoi. C'est mal engagé effectivement pour nos clubs du département. Voilà pour le championnat de France de football national 2, groupe C. On va rester ici dans la région, enfin sur l'aire toulonnaise, avec une équipe féminine. Cette fois, on va parler de handball. On a eu le plaisir de recevoir Stéphane Plantin ici, l'entraîneur du Toulon Métropole Var Handball. Voilà, avec des filles qui se comportent plutôt bien. Ah, même très bien. Elles ont gagné leur premier match contre les voisins de Nice. Donc c'est une belle entame parce qu'en général, ça se passe c'est toujours un peu chaud, les matchs Nice-Toulon en handball. Donc, y a pas que, même en féminin. Ouais, même en féminin. Et d'ailleurs, ça s'est joué à un but. Et une partie très serrée, très sérieuse. Et je pense que Stéphane Plantin est très content d'avoir réussi et signé ses débuts comme ça. Handball féminin qui, depuis les JO, effectivement, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs. Oui, le masculin aussi, ils sont champions olympiques. Donc, mais là, on parle des féminines. Oui. On reste sur les aussi. Oui, non, mais d'accord. Allez, autre chose sur le handball ? Saint-Raphaël qui a manqué une victoire qui lui tendait les bras à quelques secondes de la fin à Montpellier. Donc, mince. Mais c'est quand même un nul à Montpellier, c'est un beau résultat quand même. Mais le scénario fait que ça aurait pu être encore mieux.
Et bien voilà pour cette page de handball et on va parler de tennis. Alors on l'attendait pour sa 21e victoire, mais qui n'a pas été, qu'il n'a pas réussi d'ailleurs. Djokovic. Qui a été submergé par ses émotions. Enfin, il a joué le match avant. Il a été surtout battu par un extraordinaire Medvedev. Je voulais être beaucoup plus romantique. Non, il ne faut pas de romantisme. Non, mais au-delà de la 21e victoire en Grand Chelem, c'est l'US Open, on parle. C'est qu'il était à 3-7 de gagner, de faire un Grand Chelem. Le Grand Chelem, c'est ça. Les 4, l'Australie, les États-Unis, France et Angleterre. Et il lui manquait un match, la finale, et il est passé à côté. Et c'est dommage parce que c'est rarissime. Hein, non, mais il l'a reconnu, Djokovic. Il a dit que Medvedev était meilleur que lui. Quoi. Oui. Voilà, mais bon, la logique voulait qu'il gagne ce dernier match. Donc, on est passé à côté d'un moment historique. Voilà, historique. Je crois qu'il n'y a que deux joueurs, Rod Laver et un autre dont le nom m'échappe. Donc, ils ont réussi ce Grand Chelem. Non. Dans les joueurs modernes, non, il n'y en a aucun. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. C'est difficile et rarissime. Oui, et puis là, c'était l'occasion ou jamais pour Djokovic. C'était fabuleux, les 3 dans la poche. Donc, c'était bien. Et ben voilà, pour Djokovic, on ira quand même dans son restaurant vegan à Monaco. Ouais. Voilà. Et on attend toujours l'arrivée d'un joueur français au plus haut niveau. Oui, donc, effectivement, ça se précise pas, en tout cas, de ce côté-là. Allez, on va parler maintenant d'un sport très local, très chéri par les Toulonnais. C'est vraiment l'empreinte de la région. Je dis n'importe quoi, c'est le rugby. Voilà, je savais pas comment arriver au rugby, il fallait dire c'est le rugby, tout simplement. C'est le RCT. Et le RCT qui était à Toulouse hier et qui était pas tout seul avec des supporters de renom. On a vu Aubin Hubert, on a vu Thierry Louvet, on a vu Patrice Tesser et d'autres dans les tribunes pour supporter donc les Rouges et Noirs. Et c'était la grande fête du rugby. C'était la grande fête du rugby. Donc, c'est souvent la grande fête du rugby à Toulouse, mais là c'était un peu particulier parce que ils ont fêté leur Brennus, ils ont retrouvé leur public, donc après tant de disettes, c'était bien. Puis il y avait aussi un tournoi de rugby dans l'eau, dans la Garonne, là, avec Yann Delegue qui organise ça de main de maître. Et donc c'est la grande fête du rugby. Un beach rugby, non. Non, beach, c'est sur le sable. Là, ils étaient sur un terrain au milieu de la Garonne. Donc après, tu tu peux plonger, tu peux être balancé dans l'eau. Enfin, c'est rigolo. Mais ça joue, hein, c'est que des anciens grands joueurs qui fréquentent ça. Et qui n'a pas été le dernier. Effectivement. Bon, alors par contre, ces gens-là encore, au niveau des résultats, je ne sais pas si on voit la grille des résultats. Voilà, donc on y est, quoi. 39. Pas bien la dernière ligne. Alors 39-17. Alors la dernière ligne, en fait, il est marqué. Marqué Stade Toulousain 41 et je crois que le club en face c'est Toulon, RCT 10. Qu'est-ce qui s'est passé, Yves ? Il s'est passé que... Alors je sais que tu vas être prudent parce que tu as des amis toulousains actuellement chez toi, donc tu vas être très prudent. Non, j'ai des amis toulousains, mais j'ai aussi beaucoup plus d'amis toulonnais. Hein. Mais il y a un écart terrible entre les deux clubs en ce moment. Colazo n'a pas encore trouvé la bonne recette. Ils sortent d'une saison... pour un club de ce niveau assez décevante, et ils sont repartis sur les mêmes bases, c'est-à-dire... un nul à la maison contre Montpellier, une tôle, j'allais dire, à Toulouse, parce qu'on peut perdre, mais 41-10, ça fait un peu désordre. Donc, ils vont retrouver des joueurs internationaux, ils vont retrouver... Après, c'est toujours pareil, hein, ce sport qui admet que de ne pas jouer avec ses meilleurs joueurs tout au long de l'année, ça commence à me gaver sérieusement, parce que... on fait signer la star Lionel Messi quand il signe au PSG, 3 jours après il est à Paris. Même Colbé, quand il signe au RCT, il faut attendre 3 mois pour qu'il vienne jouer. Donc il y a des choses qui marchent pas, qui en marchent sur la tête, quoi. C'est pas bien, quoi. Donc un jour il faudra remettre un peu d'ordre dans cette cuisine rugbyistique. Oui, je crois que tu as eu l'occasion de l'exprimer, non ? Bernard Laporte aussi, non ? Oui, mais j'avais beaucoup d'espoir. Je pensais que Bernard, qui avait subi ça quand il était entraîneur de quelques grands clubs français, je pensais qu'il allait mettre un peu d'ordre là-dedans. C'est la Ligue en même temps, lui, il se défend. C'est pas mais bon, je pense que s'il a fédé la Ligue, et puis c'est l'international aussi, les fenêtres internationales, les tournois des 5 nations, les tournées, donc c'est très compliqué. Je sais que c'est compliqué. Mais en football, il y a des trêves internationales, il y a des éliminatoires de Coupe du Monde. Après, Yves, c'est pas forcément une excuse parce que les autres clubs y arrivent. Oui, mais Toulouse, par exemple, 41 points. Oui, mais Toulouse, ils ont plus de bons joueurs.
Donc, Alors c'est ça le problème à quand ils Toulon. mettent l'équipe 2, Il y a moins de bons joueurs. et après tu perds contre des équipes moyennes parce qu'eux, ils n'ont pas de sélectionnés, ils n'ont pas d'internationaux, ils n'ont pas. Donc c'est quoi? C'est le recrutement, c'est l'effectif oui, qui est. On va pas baser un recrutement avec des joueurs de. Alors, le nouveau président du RCT a dit je veux plus de joueurs internationaux parce qu'ils sont bons, ils jouent quand même 2 pour le RCT. Donc, bon, il fait signer Colby. Donc, Colby, il arrivera en décembre ou en novembre. Donc, bon, il y a un souci quand même. Donc, moi, j'aime pas ça. Les dés L'entraîneur, sont il est typés, pour rien. Il est. Non, on va pas. Patrice a prouvé à La Rochelle que c'était un excellent entraîneur. Donc, mais bon, il connaît les règles. Hein. S'il refait une deuxième saison comme ça, il va être discuté, hein, c'est sûr. Hein. Mayol va pas aimer d'avoir des résultats un peu négatifs, quoi. On va regarder le classement avec toi, Yves, Le le commenter. Alors, je crois qu'on pourrait presque le tourner, effectivement, puisque Toulon pointe à la 11e place avec 2 petits points. Tu te rends compte, en 2 journées, tu as 7 points de retard sur le Stade Toulousain, 6 points sur le Racing, sur Castres. Ils sont là, hein, par contre. Stade Toulousain, Racing sont là, ils sont présents. Oui, eux, ils sont là, ils répondent, ils sont là. Donc, il y a le Stade Français qui est au plus mal parce que. Ça tombe bien, ça sera le prochain adversaire de. Ça sera le match de la peur, hein, le prochain. Voilà. Toulon Stade Français, pas le droit à l'erreur là. C'est 5 points ou rien. Allez, un petit pilou pour nos Toulonnais. Pilou. Voilà. Allez, on finit avec le rugby. Non, j'avais une petite chose à rajouter sur le rugby. Il y a eu une saga de 6 numéros dans le middle sur André Herrero. Et on a eu la réponse. Tant on a le plaisir d'accueillir sa fille quand on était en direct des Halles de Toulon. Alors André Herrero, pour les plus jeunes, il faut dire, hein, c'était Monsieur Rugby à Toulon, c'était le grand. Voilà, c'était le grand. Il a été un immense joueur, une 3e ligne, 2e ligne. Il a été international et après il a été entraîneur, puis il a été président du RCT, champion de France. Donc il a tout fait. C'est vraiment la figure numéro 1 du rugby à Toulon. Et dans la finale 71, il a été agressé par les joueurs de Béziers. Ils ont fait une saga dans le middle sur 6 lundis. 6 lundis, alors on a rappelé les faits, puis après on est allé interroger des acteurs, des machins, parce que depuis 71, personne ne sait qui a agressé et cassé les côtes d'André Herrero. Il a fini le match avec les côtes cassées. On aurait dit il était crucifié. C'était filmé à l'époque ? C'était filmé en noir et blanc. Alors, ils sont sortis, ils sont allés à l'INA chercher les images, etc. Non, une belle enquête. Mais personne n'a avoué qui était l'auteur du truc. Et là, on pensait qu'en 6 lundis, ils allaient donner... Alors, c'était un suspense incroyable et ça. Et puis, on est retombé sur nos pattes ce matin, c'est-à-dire que comme tous ceux qui à peu près en doutaient, on pense que c'est Alain Estève, le 2e ligne... Le boucher. Plus que très rugueux de Béziers. Et ils sont allés l'interroger, l'interviewer, et il n'a pas reconnu les faits. Donc l'histoire reste entière, mais bon, on a vu le film image par image. Il n'y en a qu'un qui passe sur André, c'est lui. Donc, il y a prescription maintenant. C'est pas le ballon. Hein. Mais ils lui ont dit, il y a prescription, il y a 50 ans, et il n'a pas voulu. Bon, tant pis. Il n'a pas été... Autant André Herrero, il est grand. Autant Alain Estève, même s'il est grand par la taille, là il a été petit dans sa dernière page qu'il y était consacré. Petit. Voilà, et on en restera sur l'équipe cette semaine a même consacré une page à André Herrero. Donc vous voyez, il n'est pas aux oubliettes le grand André. Hein. Donc, magnifique. On passe à la moto, mon cher Yves, et Quartararo. Un duel extraordinaire pour la première place. Bon, Quartararo, il était loin pour une fois, il a fini 8e. Je sais pas, il y a des moments où il domine complètement, il écrase tout le monde, et des moments où il se traîne à la limite des points entre 8, 10, 11. Je pense que ça doit être la moto, parce que un problème mécanique, c'est toujours le même, hein, mais c'est très bizarre ces hauts et ces bas d'un Grand Prix à l'autre. Par contre, devant, il y a eu une lutte sur des tours et des tours entre Bagnaia et Marc Marquez, extraordinaire. J'ai rarement vu ça. Je pensais qu'ils allaient se tuer les deux. Ils étaient à 10 cm l'un de l'autre. Ils se passaient, repassaient dans les virages et tout ça. Fantastique. Alors ça, franchement, en ce moment, c'est le plus grand spectacle en sport qui existe. La moto, les Grands Prix moto, c'est extraordinaire.
Bon, on sent que t'es accro. Tu en fais de la moto d'ailleurs, Yves? Pas du tout. J'ai un petit scooter pour me faufiler dans les rues embouteillées de Toulon. C'est vrai, et il est très prudent, Yves Mérins. Oh, mais attendez, touchons du bois parce que... Je te demande pas si tu fais de la Formule 1, bien sûr, mais par contre tu regardes, t'es assidu. Je suis assidu et j'avais été invité quand... à l'époque, à Var-Matin, on avait le Grand Prix Paul Ricard. Pour piloter. Et je suis monté dans une F3 ou F... je sais plus. Oui, c'est ça, F3000. Ouais. J'ai commencé par caler 3 fois. Impossible de démarrer. Mes 3 premiers tours, bon, j'étais en seconde. Mais là, tu l'as eu ton permis ou pas? Non, sincèrement, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai compris ce que c'était. Alors, au bout de 10 tours, on est moins ridicule. Mais à côté d'eux, on est quand même bien ridicule. C'est quand même. Oui, mais c'est une question d'habitude. C'est un peu comme les pilotes de chasse. Ouais, non, mais justement, c'est une vraie machine, quoi. J'ai jamais monté. Et alors, c'est quoi, alors justement, la difficulté? Il n'y a pas d'embrayage. Tout se fait à la main, non? C'est ça? C'est automatique. Non, à l'époque, il y avait encore des pédales. Hein. Ah ouais, d'accord. Il y a 25 ans ou 30 ans, il y avait des pédales. Non, mais là, c'est très compliqué. On est coincé dans un tout petit habitacle. On est au ras de la piste. Tout défile à toute allure, ça fait un bruit phénoménal. Non, c'est vraiment, c'est un truc à part. Hein. Il faut être un grand professionnel pour monter là-dedans. Grand professionnel comme Verstappen. Comme était Verstappen et Hamilton. Ça y est, c'est vrai. Quand on passe les grands prix à se rentrer dedans pour se sortir et être champion du monde en sautant la voiture d'Hamilton, là, je pense que là, ça exagère. Là, je pense qu'il est temps que les dirigeants de la Formule 1 interviennent. Comme en football, hein, ils peuvent les suspendre s'ils font les idiots. Puis ça sera un autre qui sera champion du monde. Parce que là ça a plus de limite. D'ailleurs, il y a une sanction pour Verstappen. Hein. Oui, mais ils l'ont fait reculer de 3 places sur la grille. Donc, il va mettre 3 tours pour revenir dans les roues d'Hamilton, qui sera premier à ce moment-là. Donc, c'est pas une vraie sanction. À la limite, il faudrait le suspendre 2 ou 3 grands prix. Là, il comprendrait. Là, aujourd'hui, c'est un peu folklorique. Hein, quand on voit la voiture décoller, passer au-dessus de l'autre, tout ça. Mais ils vont se tuer. Donc il faut arrêter ça. Il faut mettre le holà à ça. Il faut mettre un carton rouge immédiatement. C'est pas possible. C'est dû à quoi, d'après toi? Là aussi, c'est un problème d'ego. C'est qu'il n'y en a pas un qui veut lâcher. Mais à ce point-là, ils mettent la vie de l'autre en danger, la sienne surtout. C'est des fous. Ayrton Senna était pareil. Il y a eu quelques pilotes branques comme ça. Non, ils sont capables de tout. Et donc, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est admissible. C'est pas normal, ça. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mon cher Yves. Voilà. Donc, c'était complet. Merci. J'ai vu de très belles images de catamarans de Formule 1 dans la baie de Saint-Tropez. Là, c'était magnifique. Les Français n'ont pas été très bons, mais... il y avait des Américains, des Japonais, des Espagnols, tout ça, ils se sont tirés des bords de fous. Très, très spectaculaire, magnifique. Eh bien, on va essayer de retrouver des images et puis te les faire parvenir. C'est spectaculaire. Bien sûr. Merci beaucoup Yves Mérins pour ce côté sport sympathique, dynamique également et complet. Merci, on se retrouve dans une quinzaine de jours avec un invité. En tout cas, on vous laisse laisser entendre. Certainement, il faudra qu'il nous confirme. Laurent Ciara, donc le nouvel entraîneur du HTV. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très vite sur Info 83. Au revoir Yves. À bientôt.